Et là, le passage en hébergement, c'est quelque chose de très particulier. C'est qu'on nous dit en arrivant, heu «Madame, vous avez c'est extraordinaire tout ce que vous avez fait pour votre mari». Bah, c'est très gentil, c'est très gentil, mais maintenant, on va le prendre en charge. Alors moi, je reçois ça en me disant: «Attendez, je vous demande pas de le prendre en charge là, c'est mon mari, c'est le mien là et ben oui, ben vous reposez-vous madame, vous en avez assez fait là, c'est le temps de vous reposer». Alors vous voyez, on reçoit cette gentillesse et cette, compassion en quelque sorte, mais c'est pas exactement ce dont on a besoin et De proche aidant, de conjoint proche aidant, je trouve ton expression tellement belle, on devient visiteur, oui, en quelque sorte. oui, On est dépossédé de tout ce qu'on avait comme responsabilité toutes ces années-là auprès de notre ouais. conjoint, conjointe. Et c'est une transition qui est vraiment pas simple. Et moi qui avais l'émotion à fleur de peau à cette période-là, sûrement que ça se sentait beaucoup chez le personnel de la résidence. Et au fond, l'invitation qu'on m'a faite, c'est de ne pas venir trop souvent pendant ces 1res semaines, voire Oui, ces premiers mois, hein. oui. Mais on prend ça assez mal, merci, parce que, moi, je voulais voir comment elle allait dormir, je trouvais d'ailleurs que le lit qu'on lui avait réservé, je le trouvais trop étroit. Bon, enfin, on a toutes sortes d'inquiétudes, aussi triviales que ça et aussi simples que ça et des inquiétudes, pour lesquelles il est difficile de trouver une réponse ou on sent bien que le personnel n'est pas présent à ça et ne cherche aucunement à nous rassurer parce que pour eux, c'est de la routine et ils savent bien qu'au fond, les résidents finissent par s'adapter assez rapidement, pour beaucoup plus rapidement probablement que nous, les proches aidants, n'arrivons à le faire. Ben oui. C'est fou parce que, moi, par exemple, je pouvais pas supporter que Michel fasse la sieste dans son fauteuil. Ici, on le couchait dans son lit, mais là-bas, il devait faire fort heureusement, il y avait un fauteuil inclinable avec un appuie-tête, donc je me disais: «Il y a toujours ça», mais faire la sieste dans son fauteuil, alors ça, c'est des choses, que j'avais beaucoup de difficultés à intégrer et l'autre chose que j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier, mais enfin, je me suis pas approprié ça, j'avais l'impression, Michel, à être scrunchie dans une machine médicale. Scrunchie, ça veut dire ça veut dire avaler, Oui, mais je crois que scrunchie donne bien le sens. J'avais l'impression qu'elle est passée dans elle les était engrenages. broyée en quelque Oui, sorte, hein. broyée dans les engrenages de la machine médicale et c'était une dépossession pour moi terrible et je trouvais ça très, très difficile. Moi qui avais eu le contrôle de tout pendant 7 ans, voilà que du jour au lendemain, je perdais le contrôle. Puis c'est pas parce que je suis une personne contrôlante là, Ben, hein? je préfère qu'on ne me pose pas la Bon, très bien, question. très bien. Alors Ah oui, tu dis rien, je mais ne dirai rien. mais J'en passerai pas moi, hein. non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'échappait. C'est qu'il m'échappait et que le stress que je vivais à la maison, il ne disparaît pas, il se déplace. Heu et c'est que le stress devient: «Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là? Est-ce qu'on s'en occupe bien? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il me demande? Est-ce qu'il veut revenir chez lui? Est-ce que» c'est tout ça le stress qui nous habite, hein. C'est dur. Ouais, c'est dur mais on apprend très vite et je pense que c'est ça qu'on réalise pas, c'est que le personnel est a l'expérience et ils savent ça. Nicole s'est adaptée tellement rapidement. J'en suis étonné là, dès qu'elle est arrivée, à cette résidence, à ce centre, elle s'est mise à interagir parce qu'elle était encore, relativement mobile. Sa démarche était incertaine, mais elle pouvait encore se déplacer avec en une certaine autonomie. Puis elle s'est mise à interagir, avec, les autres, résidents. Elle s'est mise à interagir avec le personnel, si bien qu'en bout de ligne, je l'apercevais plus animée là qu'elle ne l'était à la maison
alors que j'avais fait tous les efforts pour, essayer de lui créer un environnement stimulant, vivant et cetera. Mais c'est quand même pas comme de se retrouver dans un endroit où il y a plein de gens, il y a de la circulation, il y a plein de gens pour offrir les services, tu sais, là, alors, visiblement, Nicole a été, stimulée au début par, ce climat. Mais avant, je dirais même de le voir, j'aurais mis un certain temps, hein, avant d'être rassuré puis de dire: «Bon, ben, ma foi, elle sera bien entourée», puis, on semble, vraiment vouloir bien prendre soin d'elle. Pour moi, ça a été simple, j'ai je me suis donné un principe de base de ma présence en ces lieux, arriver par tous les moyens possibles à me faire aimer. Me faire aimer pour faire alliance avec le personnel, dans l'espoir que Michel puisse en profiter, puisse, heu, surfer sur la même, vague que moi, et ça voulait dire décharger le personnel de bien des tâches que, au moins quand j'y étais, il n'avait pas à s'occuper de celui-là. Parce que la surcharge du personnel m'a beaucoup, beaucoup affectée quand je suis arrivée dans ce milieu-là et que j'ai vu, à quel point ils ne pouvaient pas répondre à tout. Alors, je me suis donné la mission. Mais toi aussi, je crois, c'était pareil. Ben, c'était pareil, mais c'est moi ce qui me viendrait spontanément, c'est pas tant que j'ai voulu me faire aimer, je voulais qu'on me perçoive comme un allié, et pourquoi? Mais parce que les personnes, je dirais auprès de qui, j'interagissais le plus facilement, avec lesquels j'avais le plus de contacts, avec lesquels j'avais les informations, c'était essentiellement les préposés et peut-être à un degré nettement moindre, mais quand même plus près encore et aussi bien de Nicole que de moi comme, proche aidant, les infirmières, infirmières auxiliaires. Pour ce qui est des médecins, je c'est une personne que je voyais 1 à 2 fois par année dans le meilleur des cas, et donc je me disais: «Ces gens-là, ont toujours, je dirais, le souci de défendre leur territoire en quelque sorte, hein. D'abord, c'est un personnel syndiqué, qui ont des conventions collectives, qui ont des positions à défendre, et je me disais que ces gens-là, allaient sûrement apprécier, que des usagers, un proche aidant, épousent leur cause. Il y a eu entre autres, 1 ou 2 journées de grève à l'occasion. Bon, ben, c'est clair que j'étais pas du côté de la partie patronale. Hein, j'allais discuter avec, le personnel sur les lignes de piquetage, et bon, vraiment, je voulais être perçu comme un allié, qui était ma façon, bien sûr, de me faire C'est aimer en ça, quelque c'est sorte. drôle parce que c'est un peu la différence entre les hommes et les femmes. Moi, je dis: «Je veux me faire aimer», toi, tu dis: «Je veux être un allié». Ouais. Est-ce que vous avez des exemples, justement, où vous avez eu l'impression d'être, très bien impliqué dans l'équipe? Et puis peut-être des exemples aussi où vous avez eu l'impression, en tout cas, que c'était pas du tout, ce que vous pourriez qualifier comme étant du partenariat avec votre équipe, laquelle vous intervenez? C'est intéressant ça. Ouais, Toi, c'est contrairement à toi, moi, j'avais beaucoup de contacts avec le médecin. Une journée sur 2, il y avait le médecin était présente, dans l'unité. Ça ouais. alors on est devenus presque des amis. On n'en est pas allé au tutoiement, mais mais heu, quand j'ouvrais la porte du 3e est et que je voyais que mon médecin était là, ah! J'étais contente, on se parlait de nos bijoux, on se parlait de nos enfants, on se parlait de et puis on se parlait de Michel, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant parce que je me dis: «Est-ce que c'est du partenariat?» C'est Bonne pas question. la même chose pour moi, le partenariat et le l'excellent rapport humain. J'avais avec elle un rapport humain, très, très chaleureux, on avait des connivences toutes les 2, c'est clair.
est-ce que c'était du partenariat? Je verrais pas ça comme ça. Pour moi, le partenariat, c'est quelque chose de beaucoup plus formaté, pour beaucoup plus, hem, presque institutionnalisé en entre guillemets. C'est pas juste une bonne relation humaine. Une bonne relation humaine. Le le médecin bon papa dans le temps qui disait là: «Je vais te dire quoi faire là, fais-le comme je te le dis là, puis ça va bien aller». Bon, il était gentil, on avait confiance, c'était un bon papa, mais est-ce que c'est du partenariat ça? Pas du tout. Bon, je vais te donner un exemple de non-partenariat. Un jour, j'arrive, on me dit: «Écoutez, on est obligé de donner à Michel un neuroleptique le matin parce qu'il ne collabore plus pour ses soins». Ah bon? Comment se fait-il? Parce qu'il a toujours collaboré. On était rendu dans la 6e année d'hébergement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas et là, je vois qu'il «Ah oui, mais vous savez, c'est un petit truc, c'est du Versed, au bout de 3 heures, ah bon? Mais moi, je voyais qu'à midi, midi et demi, 1 heure, il était encore endormi dans son fauteuil. Alors là, je ne comprenais pas trop et un jour, un infirmier auxiliaire m'arrive et me dit en aparté comme ça: «Vous devriez vous opposer au Versed, Michel n'a pas besoin de ça». Alors là, je suis prise en double contrainte parfaite. Je me dis, s'ils ont décidé en équipe que Michel avait besoin de Versed, il y a une raison. Si je m'y oppose, je vais me mettre l'équipe à dos. Par contre, si je ne dis rien, Michel reste endormi comme ça dans son fauteuil jusqu'à midi, 1 heure de l'après-midi. Qu'est-ce que je fais? Je suis très, très, très écartelée. Et là, je me dis, mon médecin que j'aime beaucoup, elle était d'accord. Alors, si elle était d'accord, c'est donc qu'il y a une raison, mais je finis par deviner que quelqu'un a dû être maladroit, faire, je ne sais pas quel geste, quelle interaction avec Michel qui lui a fait peur et qui a fait que bon. Et là, je me suis dit: «Si on m'avait appelée pour me dire: "Écoutez, on a une décision à prendre par rapport à votre mari. Pourriez-vous venir qu'on en discute? Voici la situation. Il ne collabore pas." J'aurais demandé: «Ah, comment se fait-il? Pourquoi? Que s'est-il passé?» Et je n'allais pas là pour accuser, je voulais comprendre. J'aurais voulu sortir de cette double contrainte dans laquelle j'étais placée et que je ne pouvais pas toute seule résoudre. Et si j'avais été à cette réunion où on a décidé de donner à Michel du Versed, j'aurais pu dire, par exemple: «Écoutez, on va essayer quelque chose. Je vais venir pendant 1 semaine pour les soins avec vous. On va les faire ensemble. Et là, on va bien voir si ma présence, par exemple, moi, je l'ai quand même langée pendant 7 ans, là. Bon, on va voir si ça peut faire que» ça, c'est du non-partenariat qui aurait pu être du partenariat et je pense que cet exemple-là, il est, très parlant, parce que ça peut être pour toutes sortes d'autres choses. Moi, j'ai un exemple qui est beaucoup plus simple et qui Non, a le pas mien qui a était pas très simple. Mon exemple. qui est beaucoup moins dramatique. Excusez-moi, je n'ai pas utilisé le bon terme. Madame aime pas contrôlante, mais elle essaie toujours de me corriger au plus mauvais moment. Tu disais Alors, donc? heu, Nicole avait, à une période, une chevelure, que j ses cheveux avaient blanchi, une chevelure assez longue. Puis j'aimais lui voir, la tête avec, cette chevelure. Et un jour, on me dit, «Vous devriez lui faire couper les cheveux». Alors moi, j'ai dit: «Ben non, je l'aime comme ça, je trouve que ça lui va bien». En tout cas, je trouvais ça, très très approprié pour comment je dirais ça? J'avais l'impression que ça adoucissait son visage, hein, qui était un peu torturé parce qu'elle était pas bien. Et après cette discussion où, lors de laquelle j'avais refusé qu'on lui coupe les cheveux, heu, dans les semaines qui ont suivi, quand elle revenait du bain, ramenait à la chambre les cheveux tout mouillés. Mais j'ai dit: «Qu'est-ce qui se passe?»
Alors, je m'informe, j'ai dit: «Est-ce que vous avez un problème?» Innocemment: «Vous avez un problème de séchoir à cheveux». Je cherchais toujours la cause technique, mécanique. Tu Mais aurais là, le arrangé le prép séchoir, toi. ouais, c'est ça. C'est ça. S'il faut, je vais aller en acheter un. Et le préposé, qui ce jour-là s'occupait d'elle, me dit: «Non, non, non, il y a pas de problème». Mais j'ai dit: «Comment vous expliquez que» et là, je vois, comprendre ce qui venait de se passer. Il connaissait la préposée, qui était au bain et qui avait demandé qu'on lui coupe les cheveux. C'est que lui sécher les cheveux prenait 3 ou 4 ou 5 minutes de plus parce qu'elle avait les cheveux longs. Alors j'ai beaucoup, apprécié cette intervention du préposé, mais je pense que pour revenir à la question du partenariat, si on en avait discuté ensemble, je pense je pense que j'aurais réussi à convaincre la préposée de prendre le temps qu'il faut pour lui sécher les cheveux. Donc, je ne sais pas si c'est un vrai partenariat. Je ne pouvais quand même pas lui faire couper les cheveux d'un côté et pas de l'autre pour qu'on partage, coupe la poire en deux. Mais au moins, j'aurais pas eu le sentiment que ça se passe dans mon dos et qu'on ne tienne pas compte de ce qui était important pour moi et qui était sur le plan affectif, sur le plan émotif. Hein. C'était Ben, pas sur le Michel, plan technique. la fois où tu es arrivé puis il avait changé de chambre, Ah ouais, ouais, ça, c'est une toute autre histoire. quand même. J'avais appris que on réorganisait un peu, le centre et que de l'aile prothétique, là, on allait devoir, la réorganiser, réduire le nombre de chambres parce que le besoin n'était pas, aussi grand et Nicole n'était vraiment pas, je dirais dans un état qui justifiait l'aile prothétique. Heu et donc on me dit: On regarde ça». Bon, moi je dis: «Oui, il regarde ça», mais il y a aucunement question de déplacer Nicole. Tout ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir une réorganisation et je me pointe un jour, j'allais voir Nicole, 3 à 4 fois par semaine. Puis j'avais une, dame de compagnie qui allait les autres jours. Donc Nicole a toujours eu, tout le temps qu'elle était là, une visite par jour et je me pointe un jour, à sa chambre habituelle et je tombe sur quelqu'un d'autre. J'apprends que Nicole venait d'être déménagée. J'en avais rien su. J'avais pas pu m'assurer qu'on déménageait tout ce qui lui appartenait. Inquiétude, non fondée, si peu de choses. C'est bien certain que tout a suivi, mais j'ai été sous le choc, et j'ai toujours pas compris qu'on ne me prévienne pas à l'avance, qu'on me dise pas, «Peut-être que vous pourriez venir le jour du déménagement» et je trouvais ça tellement bizarre, que l'on procède de la sorte avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer dont on sait que les repères, sont importants, hein, ils perdent facilement, les repères et donc moins on les dérange ou dans leurs habitudes, le mieux c'est. Heu, bon, ils avaient sans doute de bonnes raisons de le faire, je veux bien, mais ça s'est fait d'une drôle de façon et je dirais, bon, j'ai dû vivre avec ça par la suite, et je dois reconnaître que ça n'a pas eu de conséquences importantes, là, Nicole C'est s'est pas assez vite adaptée, c'est mais pas pour eux, c'est pour nous les proches aidants. Moi, je me souviens quand on était 5 ans dans une chambre à 4 et un jour on était en Belgique, je reçois un téléphone, on me dit: ouais, Michel va dorénavant avoir une chambre seule». Excellente nouvelle, mais moi, ça me met dans un état où je me dis: «Mon Dieu, mais je suis pas là. Je ouais, suis pas là pour aller aménager sa chambre, le c'est fou à quel point le lieu physique, ça fait partie aussi du cocon que l'on est obligé de se faire pour s'attacher à ce lieu mais c'est fou comment le d'hébergement. statut de proche aidant, heu, fait qu'on devient comme, inséparables, hein. On ne fait qu'un avec, le conjoint, la conjointe. Ah, on se C'est lien comme si ben, c'est ça, comme si moi j'avais été touché personnellement et c'est ça qu'on réalise, avec les oui, années, c'est qu'on est, à la limite plus touché ah oui, que notre oui, compagnon oui, ou notre oui compagne. et ça, les équipes le savent pas. Non, Ils ne le non, savent pas tant qu'ils non, l'ont pas vécu, non. à quel point, heu, on devient le parent de notre tout petit, de notre Ouais. et
c'est à un niveau archaïque que ça se joue, c'est pas à un niveau de compréhension. Je me souviens qu'en Belgique, je m'étais mise à pleurer parce que j'aurais voulu être là. Pourtant, je savais que les enfants étaient là. C'était pas un problème, mais dans Ouais. mon cœur, dans mon être, j'étais déchirée et c'est Et pour ça que je dis que c'est on archaïque, devient c'est une relation qui est fusionnelle. oui. Je veux dire, plus le temps passe d'ailleurs, plus on ne fait qu'un avec la personne, dont on s'occupe. 2 ans avant que Michel décède, donc ça faisait déjà 5 ans qu'il était à l'Institut de gériatrie, j'ai été invitée, Michel aussi d'ailleurs, à me joindre, à toute l'équipe, à l'Université de Montréal qui travaillait sur le partenariat de soins et là, j'ai découvert toutes sortes de choses. D'abord, au début, j'ai trouvé que c'était des pelleteux de nuages parce que je me dis: «C'est trop gros, ils peuvent pas imaginer qu'on va changer. Ça a pas de bon sens un changement de culture, c'est énorme». Mais j'étais tellement curieuse et emballée par l'idée que, bien sûr, que je voulais en être. Je me suis dit: «On sait jamais, on sait jamais, des fois que ça ferait des petits». Alors, forte de ça, j'apprends que dans des centres d'hébergement comme celui de mon mari, celui de Nicole, les familles et les patients devraient être invités à contribuer à leur plan de soins. Ah! J'ai dit: «Un plan de soins, moi, j'ai jamais eu connaissance qu'il y a eu un plan de soins ici pour Michel». Or, ce que je ne savais pas que chaque année, il y en avait un. Et là, il y avait une infirmière par intérim, sur notre étage. Elle me dit à un moment: «Ah ben, madame Fournier, ah ben, justement demain, on va faire le plan de monsieur Moreau». «Ah bon?» J'ai dit: «Tiens, alors à quelle heure?» Alors elle me dit: «Ben, à 10 heures». Je dis: «Ah bon, où?» Mais elle dit: «Dans le» et là, je la vois hésiter, mais elle dit: «Écoutez, ça, c'est des réunions d'équipe» Vous n'êtes pas invité. et j'ai dit: «Ben, mais moi, je fais pas partie de l'équipe, moi». Mmh. Alors là, elle est bouche bée, puis elle dit: «Ben, ah là, écoutez, je sais pas, moi, je peux pas prendre cette décision-là sur moi. Je vais aller en parler au directeur des soins». Elle va parler au directeur des soins que je connaissais très, très bien et je pense que le directeur des soins a dû dire: «Oh oui», avec elle, dit: «Oui», dit oui. Toujours est-il que, pour la première fois, on m'a invitée donc à participer à cette réunion sur le plan de soins. On m'a dit: «Écoutez, c'est un privilège. Ne l'ébruitez pas». Deuxièmement, on m'a dit: «Chaque personne autour de la table a 5 minutes pour parler. Vous aurez 5 minutes». Alors j'ai dit: «Je n'en demande pas plus». Comme tout le monde. C'était mal te connaître, mais Non mais alors, le lendemain, je me pointe donc à la réunion. J'écoute toutes les personnes parler parce que c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était un tour de table de chaque physiothérapeute, ergothérapeute, un tour de table. Ils ont dit toutes sortes de choses que je savais déjà. Bon, mais ça fait rien et moi, quand mon tour est venu, j'ai apporté des choses qu'eux ne savaient pas. J'ai eu des questions auxquelles ils ont par exemple, Michel n'allait plus à la physiothérapie, aux exercices. On ne me l'avait pas dit, mais j'ai bien vu qu'il n'y allait plus. Pourquoi? On me répond: «Mais parce que monsieur Moreau peut plus faire de progrès». Ah, j'ai dit: «C'est triste parce que je sais qu'il aimait ça frapper sur les petits bâtons. Puis il était encore capable de frapper sur les ballons», ce qu'on appelle des ballons ici là, des bon. Alors ça, c'est dommage parce qu'il aimait ça, puis il y avait de la musique et tout ça. La fille des loisirs était là. Elle dit: «Ah ben», elle dit: «Écoutez, je pourrais peut-être organiser des petits jeux moteurs, inviter monsieur Moreau, puis une fois par semaine, il y aurait quelque chose qui ressemble à ça». Oh! J'ai dit: «C'est formidable, c'est extraordinaire». Ça, c'est juste un exemple de ce qui s'est passé dans ce plan de soins auquel évidemment personne n'aurait jamais porté attention au fait que Michel n'allait plus aux séances de physiothérapie et je reconnais qu'il ne pouvait plus faire de progrès. Je le sais, c'est triste, mais quand les alors là, non seulement Michel allait à ces séances-là de petits jeux moteurs, ils étaient 8 de l'unité à y aller. Voyez comment?
d'une chose, d'un patient dans un plan de soins, ça s'est mis à faire tache d'huile et puis à en impliquer d'autres. C'est formidable. Moi, je suis sortie de là, mais ravie. J'étais tellement contente et si j'avais pu ou si j'avais été aussi assez lucide, j'aurais amené Michel avec moi, ce que je n'ai pas fait, pensant qu'il ne pouvait plus rien comprendre. C'est faux. Et quand je suis revenue dans sa chambre, il me regardait avec des yeux grands comme ça et qui était vraiment il avait été inquiet, ce pauvre homme. Alors je lui ai dit toutes sortes de choses et finalement, pour le calmer, je lui ai dit: «Tu sais, Michel, tu es millionnaire». Et là, il a acheté ça, il était content. Il était tout content parce qu'il était millionnaire. Mais Un jour, nous étions en réunion, pour essayer de créer des unités de formation, heu, UFIU, unités de formation clinique interdisciplinaire universitaire. C'est à peu c'est près ça. ça, hein, c'est ça. Tu vois, hein, j'en perds pas trop. Et Moi, je là dire non, il y en a trop. et puis alors on parlait des stratégies pour arriver à impliquer, à faire, venir les familles et tout ça et à un moment donné, il y a un des médecins qui était là, elle me fait signe, elle dit: «Ça marchera pas». J'ai dit: «Ben non, ça marchera pas». Mais elle dit: «Pourquoi?» Mais j'ai dit: «Parce que tout le monde sur l'équipe là, c'est tous des professionnels qui ont tous été formés dans leur profession à des réunions de groupe, à parler en groupe, à faire valoir. Les seuls qui ne seront pas formés sur tout autour de la table, c'est les patients et les familles. Ceux-là n'auront pas de formation. Ça ne marchera pas». Alors on m'a dit: «Mais alors il faut les former?» Ben, j'ai dit: «Oui, il faut les former» et c'est là, Faudrait trouver voyez-vous. quelqu'un, mais je suis disponible. Non, C'est pas tout à fait ça, mais pas non, ils loin, ont hein? plutôt dit: «C'est toi». Alors, mais voyez, c'est un chantier, moi, un chantier qui m'a vraiment passionnée. Je me suis dit: «Il faut que les familles soient capables d'interagir». Je me souviens d'une toute petite dame, une des premières que j'ai eues à former. Elle me dit: «Ah écoutez madame, là, moi j'ai rien qu'une troisième année, vous comprenez bien que je suis pas capable d'aller parler avec des docteurs». Et cette femme a été transcendante. Elle était extraordinaire. Pour expliquer son mari, pour nous expliquer ce qu'elle avait développé comme compétences. Et là, c'était très important pour moi de lui dire: «Madame, regardez là, ça, ce que vous venez de dire, que vous venez d'apporter, il y a seulement vous qui pouvez le faire. Parce que ça, c'est votre expérience de proche aidant, c'est votre il n'y a personne ici qui peut dire ça. Vous êtes la seule à pouvoir. C'est une compétence». «Ah ouais, vous pensez?» Vous êtes compétente là-dedans, dans votre savoir à vous. Alors c'est comme ça que tranquillement et là Michel, est venu se joindre à moi aussi, on a fait un guide de formation des familles pour participer à leur plan de soins. Ça pourrait quasi ressembler à la création d'un cours. Ben, en quelque sorte, hein. Et Je nous, je vais retrouver un peu dans mes compétences. c'est que moi, j'ai fait beaucoup d'observations. Ça, Michel n'a pas eu l'occasion de faire ça, mais pour concevoir tout ça, c'est sur des années, hein. Et j'avais fait beaucoup d'observations de ce qu'on appelle ici le plan d'intervention interdisciplinaire, bon, le plan de soins. Et il y en avait des plans de soins qui étaient des vrais plans de soins, puis d'autres qui étaient des simulacres de plans de soins. Par exemple, ce que j'ai connu, quand chacun membre de l'équipe fait son petit laïus en 5 minutes, de façon ça devient le plan de soins qui est préparé par l'équipe. Ce n'est pas le plan de soins du patient ou de sa famille, c'est le plan de soins de l'équipe. D'ailleurs, on me l'a bien fait sentir. Et de façon générale, dans les meilleurs des cas, on invite gentiment la famille qui vient s'asseoir là, qui écoute et qui est déjà au courant de tout ce qui est dit là pour peu qu'ils viennent régulièrement au centre bon, d'hébergement. Alors, pour moi, c'est un simulacre de plan de soins. Et quand au contraire, on veut partir des besoins et des projets de vie du patient ou de sa famille, il faut que ce soit eux qui soient préparés à mettre ça sur la table et dire: «Aidez-nous à trouver des solutions à mon propre besoin». Hein? Bon, et ça, je pense que c'est très important que les personnes qui préparent
les familles ou les patients, quand ils sont capables s'exprimer eux-mêmes, je crois que l'idéal, c'est que ce soit des patients ou des familles, qu'ils fassent cette préparation-là pour eux, avec eux. Parce que c'est quand on l'a vécu qu'on sait à quel point ça peut être difficile de s'exprimer en groupe, de s'exprimer devant le docteur quand il est là, parce qu'il n'est pas toujours là, mais quand il est là, c'est une contribution formidable. La demande me vient du médecin traitant. Moi, je suis une famille, hein, je suis un proche aidant comme tout le monde. La demande me vient du médecin traitant et c'est très important. Parce que c'est pas n'importe qui dans la place qui peut dire: «Oh ben tiens, je vais vous aider à vous préparer à votre, plan de soins». Non, c'est pas ça. Alors, il faut donc que la demande soit officielle et que ce soit, un mandat propre à une personne que l'on sait formée pour faire ce genre de choses. À partir de là, on me donne moi j'ai valu que j'avais la formation pour faire ce genre de choses. Je téléphone à cette famille et je dis: «Écoutez, votre médecin m'a mandaté pour me présenter auprès de vous. Je suis comme vous, une famille, une proche aidante, et je sais que vous devez avoir, très bientôt, la semaine prochaine, votre plan de soins auquel on vous a invité à participer. Alors de mon côté, je vous invite à venir, me rencontrer pour que nous préparions cette séance ensemble». Bon, la personne dit oui ou non, elle n'est pas obligée d'accepter, mais très souvent les gens acceptent. Donc on a cette première rencontre préliminaire. Nous sommes entre proches aidants ou avec un patient, si le patient peut s'exprimer, hein, donc et là, je commence à regarder avec cette famille, avec cette proche aidante ou ce patient, hem, qu'est-ce qui ferait que vous pourriez vivre mieux ici? Pas: «Qu'est-ce que c'est votre maladie? Parlez-moi de votre arthrose votre polyarthrite rhumatoïde», je ne sais pas trop, moi j'y connais rien là-dedans. Bon, mais qu'est-ce qui ferait que vous, qui êtes maintenant en hébergement, qu'est-ce qui ferait que vous viviez mieux? Eh bien, vous seriez étonné d'entendre ce qui peut être apporté. Je donne un exemple. Une dame, polyarthrite rhumatoïde, très, très le gros problème qu'elle a, cette dame, c'est que c'est une fumeuse et qu'elle va dehors pour fumer. Or, elle a une carte qu'on doit passer devant un lecteur. Pour sortir, il y a pas de problème, elle peut passer sa carte devant le lecteur. Pour rentrer, le lecteur, il est trop haut. Elle ne peut pas rentrer. Alors, il faut qu'elle attende que quelqu'un rentre. Et ça lui empoisonne l'existence dans son dans Et bon. elle le disait avec une telle candeur, Mais cette oui, dame. mais oui. Bon, vous Elle voyez, disait: «Je c'est voulais j'attends que quelqu'un» quelqu'un passe, hein? Ouais, Alors et ça, c'est un monsieur, je me souviens, chez qui on veut développer l'autonomie de nos patients et cetera. Il veut choisir ses vêtements. Mais là, l'armoire dans laquelle sont placés lui est en fauteuil roulant, c'est beaucoup trop haut, il voit pas où sont ses vêtements. C'est des choses comme ça. Mais ça, les équipes ne peuvent pas savoir que madame, elle a la vie empoisonnée, puis que monsieur, il est pas capable de choisir sa chemise ou son T-shirt parce qu'il ne voit pas. Bon, et le plus le plus absurde dans tout ça, c'est que, ce centre, d'hébergement, venait de faire des rénovations extrêmement importantes. ouais, Et ce lecteur venait d'être placé là, c'était quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'à aucun moment, les architectes, les ingénieurs, je ne sais trop, n'ont pensé s'assurer qu'ils le plaçaient c'est au ça. bon niveau, hein. Il faut consulter le patient. C'est ça. Alors ça, c'est donc la rencontre préliminaire. On évalue avec la famille, tout ça, de quoi il va être question. C'est sûr que l'équipe a le droit, bien, pas juste le droit, mais le devoir aussi d'apporter leurs propres préoccupations par rapport à monsieur ou madame. Mais au moins, on commence la séance par les patients et leurs familles. C'est vous d'abord qui donnez le ton à cette rencontre que nous allons avoir. Et au lieu d'être un tour de table où chacun fait son petit boniment, euh, excusez mes gestes, mais euh, c'est un travail de collaboration. Tout le monde s'y met sur le problème qui est apporté pour essayer de trouver des solutions. Moi, comme formatrice, comme accompagnatrice, je suis là à cette séance-là. Je ne suis pas là pour parler à la place de madame ou de monsieur.
Je suis là simplement pour dire, par exemple: «Hier, vous m'avez parlé de telle chose. Trouvez-vous ça important d'en parler ici, là?» C'est tout. Un rappel de, un petit support. Je m'arrange pour être dans leur champ de vision pour que je puisse leur faire: «Parfait, ça, c'est très bien, continuez, c'est bon». Un petit support. Ensuite, l'important, c'est qu'il y ait une rétroaction de l'équipe. Est-ce que vous avez appris quelque chose de plus? Moi, je vais vous dire, j'ai appris, pour moi personnellement, ce que c'est qu'un pharmacien. Le pharmacien, là, avait une contribution au niveau de si la personne dort trop, attendez, on va regarder sa médication, là, il y a peut-être quelque chose. Madame, sa pilule, là, est trop grosse pour l'avaler, elle veut pas avoir cette pilule-là, elle en veut pas. Ah, mais écoutez, on va vous arranger ça, on va vous prendre 2, on va vous en prendre 2 plus courtes, mais ça va donner la même chose. Voyez? C'est tout ça qui fait que la vie peut devenir meilleure et la contribution, le sentiment d'appartenance des patients et de leur famille par la suite est multiplié par autant et je vous assure qu'il y a des proches et des familles qui viennent davantage visiter leurs proches après avoir eu cet engagement dans le projet de vie des leurs, plutôt que de faire dire: «Ah, il y a quelqu'un pour les prendre en charge, nous autres, on s'en occupe plus». Hein? Mais non, vous avez un rôle à jouer. Alors c'est ça, on a même fait, Michel et moi, un guide de formation avec toutes les mises en garde pour le proche aidant pas le proche aidant, ressource, celui qui va aider à préparer les familles pour pas, par exemple, que ça devienne sa propre histoire qui est racontée, pour pas qu'ils se mettent à donner des conseils de ça, ce médicament-là, là, les patients aiment pas ça, prenez-le pas. Hey, on va pas se mêler de ça, hein? Heu, Éviter le ton trop revendicateur, enfin, des affaires aussi, multiethniques, là, religieuses, non, des tu terrains sais, glissants. alors il y a une formation à donner. Ben, c'est ça. Je pense que j'en ai dit assez. Est-ce que tu as-tu une petite idée, là, de comment on fonctionne? Ouais, ouais. Ce qui était fort intéressant aussi chez cette dame, c'est comment quand elle sortait, parce qu'elle sortait toutes les fins de semaine, elle était accueillie Oh! par sa fille et elle, s'était donné un un régime de prise des médicaments sur les fins de semaine. Et parce qu'elle elle voulait pas se retrouver à devoir suivre un horaire, toute la journée, dire: «Je dois prendre une pilule à 8 heures le matin, une autre à 10 heures, et ainsi de suite. Alors elle regroupait ses médicaments, puis elle les prenait d'un coup. Et une des suggestions qui avait été faite par le pharmacien à un moment donné, je me souviens plus très bien pour quelle raison, mais il dit: «Vous pourriez, peut-être, on pourrait peut-être regrouper les prises de médicaments pour vous». Et la dame de répondre: «Mais on le fait toutes les fins de semaine». On le fait déjà. Mais c'est ça la Oui, compétence du hein, c'est ça, mais expérientielle. c'était tellement drôle la façon dont ça a été amené parce que, toute l'équipe constatait que la façon dont elle prenait ses médicaments au centre n'était pas adéquate, que ça créait un inconvénient pour cette dame, mais jusqu'alors, elle n'avait jamais osé le dire et elle avait le sentiment probablement de garder un secret en n'avouant pas Elle avait le qu'elle sentiment de se déroger à la rendue c'est règle. ça, elle se soignait mal quand elle était chez elle, dans sa famille. Alors Marie-Pascale, toi qui es médecin au centre d'excellence sur le partenariat, ça fait donc, au moins 10 ans, sinon plus que tu navigues là-dedans, mais explique-nous là d'une façon simple, concrète, qu'est-ce que c'est le partenariat? Bah, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, le partenariat, on peut le définir de plein de façons différentes. Je commencerai d'abord par une définition assez simple en disant que c'est une capacité de répondre aux besoins implicites et explicites des personnes qui sont en contact avec le système de santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des besoins implicites et explicites? Eh Mmh. bien, c'est des besoins, effectivement, en fonction d'un problème de santé donné, où on souhaite évidemment avoir les meilleurs soins, de la meilleure qualité, etc. Mais au niveau aussi implicite, c'est qu'on peut avoir des attentes par rapport à la manière dont on va interagir avec nos professionnels de santé, sur la manière dont on va être impliqué
sur les décisions qui vont être prises et puis aussi qu'on prenne en considération notre qualité de vie. Donc, c'est-à-dire que les décisions sont vraiment axées sur le projet de vie de la personne. Et in fine, donc, ça nous permet de créer une belle collaboration, un bon sentiment de confiance entre les professionnels de la santé et les patients. Une autre définition, pour être capable de pouvoir faire ce genre de choses, c'est vraiment de reconnaître à toute personne, quand elle est en contact avec le système de santé, tout d'abord le fait qu'elle a des connaissances et c'est la personne qui se connaît le mieux, la personne qui est traitée, sauf évidemment quand c'est un enfant ou une personne qui a plus la capacité de pouvoir s'exprimer, donc ça peut être un proche. Donc cette personne, elle a donc des connaissances sur elle-même et aussi sur son problème qu'elle a ou un problème de santé, par Mmh. exemple quand c'est chronique, elle va développer vraiment des savoirs tout au long de sa vie et c'est la mobilisation de tous ces savoirs qui vont être complémentaires aux savoirs aussi qui sont acquis par les professionnels de la santé pendant leurs études de médecine ou d'infirmière ou de physio ou de kinésio, etc. Qui va faire en sorte qu'on va pouvoir regarder un problème de santé, vraiment de façon, beaucoup plus intégrée en prenant en considération toutes les facettes, dont les facettes personnelles de la personne. Et ça nous permet aussi de reconnaître à chaque individu, à la fois, son rôle de soignant, c'est-à-dire qu'on le sait quand on par exemple, on est diabétique, on va se faire des piqûres d'insuline ou on va prendre des médicaments et cetera et donc il faut absolument que les professionnels de la santé reconnaissent bien aussi ce statut comme quoi, chaque personne est un soignant et Mmh. ça nous amène à dire que, bien, toutes les personnes sont aussi membres à part entière de l'équipe. On a tendance Mmh. souvent Oui. à dissocier, les patients ou les proches comme étant un peu en dehors de l'équipe, Mmh. clinique. Mais ce qui est très important dans le partenariat, c'est vraiment de leur reconnaître leur statut de soignant et donc de, membres à part entière de l'équipe. Et finalement, je pense que vraiment dans le partenariat, c'est ce que j'ai un peu dit au début, c'est la nécessité vraiment de partir des besoins réels des personnes, ce Mmh. qu'on appelle le Oui. projet de vie. Je pense que vous le savez, vous avez, beaucoup travaillé aussi là-dessus sur la fin de vie. En toutes circonstances dans la vie, on a toujours un projet et il faut vraiment s'assurer en tout cas que toutes les personnes qui sont, autour de nous pour, faire en sorte qu'on vive nos épisodes de soins le mieux possible, soient vraiment là pour nous accompagner en fonction de nos objectifs vraiment, propres et non pas en fonction des objectifs qu'ont les professionnels de la C'est santé et ça. ça souvent, il y a un peu comme un clash entre Oui. les 2. Et ce qui est un c'est pas une critique, mais les professionnels sont formés d'une certaine façon, ils se rendent même pas compte d'ailleurs qu'ils sont avec, leur propre agenda et qu'ils sont poussés, vraiment à Mmh. aller dans une certaine direction parce que pour eux, ça paraît tellement évident, Mmh. puis légitime et autres et ils oublient finalement dans tout ça que, ils ne sont que une comment ça s'appelle? Une vision d'un problème et que c'est grâce à la complémentarité de toutes les visions qu'on est capable vraiment de pouvoir répondre aux réels besoins de la personne. Ouais. Marie-Pascale, moi j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi soudainement, on s'intéresse à cette dimension de partenariat. Ouais. Est-ce qu'il y a une évolution qui est soudaine? Est-ce qu'on vient de réaliser que peut-être le patient aurait son mot à dire et que ça pourrait être une façon d'améliorer les soins d'une manière ou d'une autre? Je m'étonne que soudainement, ça prenne une telle importance. Mmh. C'est une bonne question aussi. Moi, je reviens toujours à mes études de médecine, hein, Ouais. j'avoue avoir été très traumatisée par mes études de médecine parce que quand j'ai commencé mes études de médecine, pour moi, on était vraiment avec, la volonté d'être à l'écoute de l'humain, de la personne qui était en Oui. face de nous et Oui. cetera et là, je découvre qu'on est surtout à l'écoute du diagnostic et de la maladie, mais pas du tout de la personne qui se cache derrière le diagnostic et la maladie donc ça m'a beaucoup, beaucoup, choquée et ça entraîne évidemment des comportements, qu'on appelle souvent paternalistes. C'est-à-dire des comportements où on ne considère pas que la personne est capable de pouvoir interagir sur ses propres soins et prendre des décisions et de finalement, faire en sorte qu'on est là pour l'accompagner plutôt. C'est vraiment un changement de position. Donc, le paternalisme, c'est quelque chose qui a toujours existé dans notre système de santé, qui est toujours un peu présent quand même, quoi qu'on le dise. Ouais. Et de temps en temps, on a aussi besoin de ce genre de choses quand on est dans une situation d'urgence. On Mmh. est bien content qu'on ne nous demande pas si on est d'accord d'avoir une transfusion sanguine au dernier moment, alors on en a absolument besoin pour pouvoir survivre. Donc moi, j'ai vraiment, en tous les cas, subi, pas mal en tant qu'étudiante en médecine, une façon, en tous les cas, de réagir par rapport aux patients qui était, où on ne considérait pas vraiment son point de vue pour prendre des décisions.
Ce qu'on a vu aussi évoluer au cours du temps, puis il y a eu quand même une prise de conscience en disant: «Mais les individus quand même, qui sont pris en qui sont suivis dans un système de santé, ils ont, une histoire, ils sont capables de pouvoir comprendre ce qui leur arrive, ils sont capables de pouvoir nous donner de l'information intéressante et cetera et puis ils peuvent avoir des besoins». Donc là, il y a eu un mouvement assez important aux États-Unis qu'on a appelé le Patient Centered Care, donc les soins centrés sur le patient, où là, on a, il y avait, et simultanément à ça aussi, il y avait la volonté de créer des équipes, ce qu'on a appelé plus interdisciplinaires, donc avec vraiment plein de différents acteurs qui peuvent être amenés à comment ça s'appelle, à participer, aux soins d'une personne. On s'est rendu compte, évidemment, les soins sont de plus en plus complexes et le médecin n'est pas capable de pouvoir répondre à tout, puisqu'on avait un peu aussi un modèle un peu unique avec en disant qu'il y avait un seul professionnel. Et là, finalement, chaque professionnel, dans son coin, d'une certaine façon, va aller chercher les besoins de la personne et va vouloir y répondre. Mais là, il nous manque la concertation entre les professionnels pour qu'ils essayent de mieux comprendre finalement la complémentarité qu'ils ont les uns par rapport aux autres pour pouvoir répondre aux problèmes de santé. Et surtout aussi de prendre en considération la personne qui est directement visée par toute la démarche thérapeutique ou de préventive. Donc c'est là où on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un problème quoi, ces soins centrés, où ça pouvait même de temps en temps être un peu du paternalisme, un peu masqué, là, on pourrait dire ça comme ça. Là. Et là, il y a eu vraiment un mouvement au niveau Un international. paternalisme, c'est socialement acceptable. Voilà, socialement acceptable, exactement. Et donc, il y a eu vraiment là, des étincelles là, dans certaines têtes qui sont apparues en disant, mais non, là, là où il faut vraiment aller, c'est pas de mettre la personne au centre, mais c'est bien de la faire bouger et de l'amener vraiment au sein même de l'équipe et de la considérer vraiment comme un membre à part entière de l'équipe. Et c'est là où on est arrivé vraiment au partenariat avec ce que je disais, là, la nécessité vraiment de prendre en considération la vie de la personne pour bien comprendre la dynamique finalement qui l'amène à consulter. Mais à première vue, je m'en réfère à mon expérience. Les soins dont j'ai besoin, qui sont ponctuels, ne me semblent pas se prêter beaucoup à ce genre de partenariat. Est-ce que je fais une mauvaise lecture? Bon, j'ai entendu des gens dire ben, qu'on devrait réserver ça aux malades chroniques parce qu'il y a un suivi, un continu, alors que quand c'est trop ponctuel, je me vois mal, en un sens, peut-être à cause des personnes avec qui j'ai été appelé à interagir jusqu'à maintenant, parler de partenariat avec eux. C'est une très bonne question aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du partenariat dans le contexte des maladies dites chroniques, donc des maladies qui vont durer plus de quelques mois et puis avec lesquelles il va falloir faire. C'est-à-dire qu'on va souvent vivre pendant de nombreuses années, même éventuellement toute sa vie, avec ce problème de santé. Mais étonnamment, par exemple, en pédiatrie, une maman, elle connaît particulièrement bien son enfant et même pour un problème aigu, Ouais. elle peut vraiment, développer, elle peut mobiliser en tous les cas des savoirs sur son enfant qui vont beaucoup, beaucoup aider les professionnels de la santé si on l'écoute bien, si on est vraiment dans une démarche de partenariat avec elle et qu'on la considère comme vraiment un membre à part entière de l'équipe ou le papa aussi là, je ne veux pas du tout, exclure les papas là, les parents d'une façon plus large. On peut vraiment aider à mieux comprendre le problème de santé. Et puis après, bah, c'est aussi, effectivement, les gens arrivent de plus en plus avec des idées sur leurs problèmes de santé. C'est-à-dire que même en période aiguë, une douleur abdominale, par exemple, les personnes vont systématiquement aller sur internet, là, je veux dire, on le Ouais. sait. Ils vont aller regarder les différents diagnostics qui existent et autres et puis peuvent arriver, à dire: «Ben, moi, quand j'ai lu sur, ce qu'il disait sur l'appendicite, bah, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que j'ai». Donc il faut quand même l'écouter ça, je veux dire, de plus en plus les personnes ont une capacité à bien comprendre l'information qui est disponible par plein de façons et ensuite de la mobiliser en disant: «Bah, là, j'ai quand même un petit doute parce que je le sens pas comme ça, mais on reste ouvert». Mais c'est vrai que et puis ça, il faut qu'il y ait une certaine ouverture de la part des professionnels. Ça, c'est aussi un changement de paradigme pour les professionnels où, jusqu'à présent, jusque dans les années, je sais pas, disons dans les années 80 là, vraiment on considérait pas beaucoup, en tout cas le point de vue des patients quand ils arrivaient avec un diagnostic, on les regardait avec beaucoup de mépris quoi donc Ouais. J'ai un exemple, Marie-Pascale. Ma sœur qui était une grande diabétique, qui savait très, très bien traiter son diabète et tout ça. Bon, finalement, elle a un problème cardiaque qui tourne mal. Elle est envoyée, en centre d'hébergement, de rééducation Mmh. plutôt et on n'arrive pas à traiter son diabète. On n'arrive pas du tout à le contrôler
Et elle demande et demande et redemande à le contrôler elle-même parce qu'elle se connaît. Mais l'équipe médicale refuse qu'elle prenne en main son diabète parce que c'est un cas sérieux, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça aurait été un péché mortel que de lui permettre de contrôler son diabète? Mais voilà, c'est un très très bon exemple comme quoi on est dans du paternalisme. Là, c'est absolument incroyable là, de ne pas considérer la personne qui est la meilleure personne pour essayer de trouver la solution. C'est vraiment celle qui se connaît et c'est donc la personne qui a le diabète. Moi, pour moi, c'est justement, si on la considère comme un membre à part entière de l'équipe, c'est elle qui doit absolument expliquer comment elle gère son diabète, de quelle façon elle arrive justement à garder toujours, hein, comment ça s'appelle, des taux de glycémie qui Mmh. sont les plus optimaux et autres. Et tu me fais rappeler vraiment une autre histoire d'un patient qui trichait, lui, quand il voyait arriver comment ça s'appelle, les prescriptions qu'on lui faisait d'insuline, il savait que c'était beaucoup trop important par rapport à ce qu'il était capable de pouvoir supporter. Et donc, il faisait en sorte, en tous les cas, de limiter c'est ça, les injections qu'on lui faisait. Et c'était vraiment aux dépens, évidemment, de ne pas être en collaboration avec l'équipe, de mentir d'une certaine façon, de tricher et autres. Puis c'est vraiment là-dessus où on faut absolument Mmh. sortir de ça. Là, il faut absolument reconnaître l'expertise de la personne. Et même dans une situation où il y a un pronostic, comme tu disais, quand même assez complexe et autres, je pense qu'on est à l'ère, en tous les cas, où il faut absolument bénéficier de cette expertise-là. Tu parles d'ouverture, hein? Tu dis ça prend de l'ouverture et je me souviens moi d'une expression de Paul Lebel qui était toujours de dire oui avant de dire non. Ouais, exactement. Dire oui avant et Ouais, finalement pour en revenir à ma sœur, ouais. elle a devant cet échec-là et tout ça, elle a demandé qu'on arrête son insuline et elle Mmh. est morte une semaine plus tard. Et Incroyable. si je me dis, Mmh. si elle avait eu la chance d'essayer, elle serait peut-être morte quand même. Je ne sais Mmh. pas moi. Mais Mais ça aurait été son processus, hein? exactement, ouais, 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 ouais. Mais c'est un magnifique exemple, là. Je pense qu'il faut sortir de ce modèle-là, là. On peut plus rester dans un modèle comme celui-là, là. Je pense que surtout sur des personnes qui connaissent parfaitement leur maladie, même, moi j'aime beaucoup dire là qu'on a comme des angles morts là, en tant que Oui. professionnel de la santé. Tu sais, on a une vision de la maladie qui est vraiment très particulière, qui est une vision très scientifique, basée sur ce qu'on est capable d'observer, et cetera. Mais, les patients, ils peuvent observer des choses différentes de ce que nous on Mmh. observe au niveau de la science. Et c'est J'aime drôle, il me semble que tu mets le doigt sur un point. Moi, j'ai de la difficulté à admettre que les soignants agissent par paternalisme. Je sens que, en fait, dans mon expérience personnelle, je trouve que ça ressemble plus à une sorte de méfiance, à mon endroit. Eux savent, moi j'ignore. c'est ça. Et c'est pas par paternalisme, dans le meilleur des cas, peut-être que ça l'est, mais le plus souvent, moi je ressentais ça comme, l'affirmation d'une, supériorité cognitive, Oui, hein. Ils ont la connaissance, ils ont l'expertise. l'expertise et puis voilà, vous Ouais, pouvez dire ce que vous voudrez, mais vous, au fond, vous n'en savez rien, hein. Vous connaissez mais si peu que c'est vous ça. devez vous en remettre à Mais mon pendant savoir. Pendant les études, médicales, c'est exactement comme ça qu'on nous forme, quoi, en disant que c'est Heu vous qui avez appris, les maladies, qui êtes capable de comprendre la physiopathologie, qui êtes capable en plus de bien maîtriser les thérapeutiques et cetera. Et jamais, en tout cas pour ma part, quand j'ai eu mes études, on nous a ouvert l'esprit en nous disant: «Mais les personnes qui sont atteintes de ces pathologies-là ont vraiment des choses importantes à nous apporter en complément de ce que l'on a appris nous dans notre école de médecine». Mmh. Donc il y a comme une hiérarchie des savoirs oui, qui est Ouais. totalement, c'est ça. inadmissible. Enfin, je veux dire, Ouais, là, il faut ouais, vraiment rentrer dans une complémentarité en disant, ouais. ben, c'est grâce au fait qu'on va travailler ensemble et qu'on va mettre en commun nos savoirs, qu'on va être capable de pouvoir limiter tous les angles morts et donc d'apprendre vraiment de façon beaucoup plus constructive comment répondre à vos réels besoins. Et comme je disais, Mmh. encore implicite et explicite, parce que de temps en temps, on n'a pas vraiment la connaissance exacte de nos besoins, hein. Ouais. Et autre chose aussi, auquel je pensais quand tu disais ça là, c'est que, il faut vraiment, créer des espaces dans le cursus des futurs professionnels de la santé,
des endroits où justement ils sont capables de pouvoir honorer les savoirs expérientiels des personnes. Tant que si ça n'est pas présent pendant leurs études où ils sont formés, ils n'en ont absolument aucunement conscience. Donc je pense que ce qui est fait par exemple à l'Université de Montréal par les cours les CSS, les cours sur le système de santé ou en tout cas les soins de santé, c'est vraiment d'amener les étudiants à une ouverture sur le fait qu'ils ont des savoirs, mais que leurs savoirs ne sont pas les seuls, et que grâce à la complémentarité des savoirs, c'est là où on va donner le meilleur de soi-même. Parce que tu parles souvent, hein, de savoir expérientiel puis de co-construction. Tout à fait. Alors, ça peut être quelque chose de vague, là. Je Mhm. pense que le savoir expérientiel, tu viens vraiment bien il me semble, hein, de définir par toutes sortes d'exemples. La co-construction, Mm. tu peux en dire un peu sur un peu ouais. plus sur la co-construction? Oui, et puis ça demande quand même À encore bien beaucoup distinguer de d'ouverture. la socio-construction et de- La cognitivo-construction. Non, non, la co-construction. l'auto-apprenant, non, ça c'est autre chose. Hein. C'est bon. D'abord, peut-être pour revenir 2 minutes quand même sur les savoirs, là, parce que les savoirs, il y en a plein de types. Hein. Puis je pense que tous les deux, vous le savez, là, vous êtes vraiment dans le domaine, là, et même encore mieux que moi. Là, mais effectivement, il y a des savoirs livresques là, qu'on apprend dans les livres, etc. Puis après, il y a des savoirs expérientiels, évidemment. Puis même les professionnels, ils développent hein, vraiment des savoirs expérientiels. C'est comme ça qu'on apprend. On est dans un phénomène, un processus constant d'apprentissage. Et donc, les patients sont dans le même mouvement. Et puis aussi, il y a le savoir-être. Moi, j'y tiens beaucoup, là, mon savoir-être. C'est vraiment la capacité d'être en interrelation avec les autres et d'être capable vraiment d'être justement dans une ouverture qui va faire que le professionnel ne se retrouve plus comme le sachant et celui qui prend les décisions et autres, mais comme un accompagnateur de la personne pour l'amener à découvrir en elle-même des choses qu'elle sait mais dont elle n'a pas forcément conscience, de révéler ces différents types de savoirs et ensuite de révéler aussi les réels besoins qu'elle a en fonction effectivement d'un certain nombre de projets de vie qu'elle peut avoir, etc. Donc il faut créer ces espaces-là et souvent les professionnels évidemment vont aller plus vite, quoi, vont aller très vite en disant moi j'ai déjà la solution, je sais où je m'en vais, etc. Et on loupe évidemment une partie très importante qui va aider justement dans tout le processus thérapeutique, parce qu'on sait quand même que la relation humaine aussi fait partie du processus thérapeutique. Donc si on ne crée pas cet espace-là, déjà on loupe une bonne partie. Et ensuite, on peut aussi ne pas bien répondre finalement aux réels besoins de la personne. Donc ça, c'est un peu pour les savoirs. Puis pour l'autre, sur la co-construction, c'est exactement en lien avec ce qu'on vient de discuter, c'est que on peut construire tout seul ou on peut construire ensemble. Et c'est ça là toute la différence entre. Et puis on peut aussi collaborer. Donc je veux dire, quand on collabore, eh bien on va demander aux gens de travailler avec nous sur une question et autres. Mais co-construire, c'est-à-dire que vraiment on va ensemble être créatifs, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. On va faire en sorte que chacun a exactement le même poids autour de la table. Pour moi aussi, ça c'est très important de casser les dynamiques de pouvoir. Et la co-construction, c'est ça qu'il y a derrière. C'est vraiment de casser la dynamique de pouvoir en disant, on parle de docteur truc, et puis de Chantal. Ouais, Mais on oublie de dire que Chantal a un nom de famille, que le médecin, il n'a pas seulement le docteur, mais c'est d'abord Des et fois, avant c'est tout un la être humain. patiente. Ou la patiente, elle n'a même La pas de nom. patiente, la patiente. Voilà, c'est ça. Donc dans la co-construction, puis si on pousse vraiment la dynamique de la co-construction, c'est que on va vraiment dans une parité. Donc la co-construction, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore discuté. Le partenariat, je l'ai beaucoup positionné au niveau clinique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi le positionner au niveau clinique en mobilisant des savoirs expérientiels qui ont été acquis par des personnes et qui vont le mettre à profit pour toute l'équipe soignante. Ou alors, on peut aussi mettre ces savoirs expérientiels au profit plus de comités d'amélioration continue, par exemple, ou même au niveau de la gouvernance d'un système de santé, où on peut vraiment aider à l'élaboration des politiques publiques pour savoir effectivement si on répond bien aux réels besoins de la population. Puis là aussi, il faut créer des espaces pour être capable de faire ça. Et si on fait de la co-construction, là, ça veut dire qu'on donne beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets, là, mais en tout cas, on reconnaît, en tous les cas, dans les personnes qui sont directement visées par la problématique que l'on a, une présence autour de la table plus que significative. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qu'on va avoir qui va être noyée dans plein de professionnels, mais on va tendre, par exemple, vers une parité si on travaille sur un comité d'amélioration continue. C'est-à-dire que si vous avez
un seul patient, puis qu'il y a 15 professionnels qui sont autour de la table, moi, j'appellerais pas ça de la co-construction. J'appellerais ça de la collaboration, d'aller chercher l'avis, donc de la consultation et autres. Mais si vraiment on veut aller dans la co-construction, il faut que le poids, la réalité, la présence, etc., soit vraiment significative pour qu'on puisse vraiment co-construire ensemble. Idéalement, il faut aller chez son médecin accompagné. Oui, mais c'est vrai, hein, c'était un très bon point parce que souvent, Ouais, on n'est pas non mais plus dans un état ouais, le plus optimal. mais je le dis à la blague, bon, on a vécu l'expérience autant toi que moi. Mais moi, il y a plusieurs années, bon, je vais trahir mon âge, mais j'ai passé un test de PSA parce que j'avais un problème de prostate. J'avais un PSA trop élevé. Alors, le médecin, le spécialiste, l'urologue, prescrit une biopsie. Et je le rencontre, je ne sais pas, 15 jours plus tard, et il me dit comme ça, ah, il y a des cellules cancéreuses. Bang, comme ça, bang, et sans aucun ménagement, tu te souviens, tu étais là. Oui. Et au fond, j'avais vraiment le sentiment qu'il n'avait même pas regardé le dossier avant parce qu'il cherchait sur son ordi l'information. Bon, peu importe. Je passe ces détails et je lui demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me regarde, il me dit, on ne fait rien. Et ça se termine là à toute fin utile. Hein. On va faire un suivi. Bon, aucun détail sur la suite des choses. Et moi, j'ai appris par la suite, parce qu'à l'époque, j'étais peut-être pas un patient assez présent et actif dans son dossier. D'abord, j'étais certain que je n'avais pas de cellules cancéreuses. Ça, on comprend à un moment donné que parfois on peut être malade. Bon, j'ai compris par la suite que, au fond, j'avais un choix. J'aurais pu choisir de ne pas courir le risque de voir des cellules cancéreuses proliférer puis dire, ben, je passe à l'opération. Mais rien de ça. Alors, c'était clair qu'il n'y avait pas de partenariat, mais d'aucune façon. Mais j'avais par ailleurs le sentiment que le médecin n'avait pas le temps de discourir, ou pas de discourir, mais de discuter avec moi, d'aborder mon problème en partenariat. Et est-ce que ce n'est pas un frein quand même assez important, je dirais, à cet objectif de partenariat? C'est bien beau vos idées, mais on n'a pas le temps de faire ça. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend d'une façon très, 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 très courante dans le système de santé. On est d'accord entre nous là que c'est gagner du temps que de prendre du temps. C'est-à-dire que si, dans le cas que tu nous as donné, il y avait eu cet espace pour pouvoir discuter, puis que tu puisses reprendre du pouvoir aussi sur ton état de santé, parce que c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que tu t'es trouvé finalement dans une situation où tu savais absolument pas où tu t'en allais, tu pouvais pas te projeter non plus dans les prochaines années de ce qui pouvait se passer, etc. Et finalement, quand tu vas revoir ton médecin, bah, tu vas être dans un état beaucoup plus de panique et beaucoup plus en réactivité et en situation finalement d'être un peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus sur les freins que vraiment engagé. Alors que s'il avait pris quelques minutes de plus pour ouvrir en disant, ben voilà, on a découvert des cellules cancéreuses, est-ce que vous êtes intéressé à en savoir un peu plus? Parce que ça, je pense aussi, c'est très important de savoir où se situe la personne. Pour moi, le partenariat, ça reprend beaucoup aussi cette notion où il y a des personnes qui sont pas prêtes à vraiment rentrer puis à prendre une part de, comment ça s'appelle, de la co-responsabilité de son cheminement dans son processus de soins. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui veulent absolument s'impliquer. Puis là, il faut leur donner cet espace-là. Donc je pense que ce médecin-là aurait pu très bien ouvrir la conversation en disant, ben, où est-ce que vous en êtes, vous? Puis aussi réfléchissez-y parce que je vous prends un peu au dépourvu. Je viens de vous donner une information quand même un peu particulière. Je comprends quand même le choc que ça peut faire. Donc on peut aussi se revoir pour en parler parce que c'est peut-être pas le premier moment. Puis toi, tu as le temps aussi de digérer ce qui s'est passé. Puis de dire, ben, peut-être que sur le moment, tu dis, non, j'ai pas de questions. Puis dans quelques jours, tu vas avoir plein de questions. Et là, venir accompagner, ça me paraît une excellente idée parce que justement, on est quand même toujours dans un état où on n'a pas toute sa tête pour pouvoir tout on est sous le retenir, choc, on c'est est sous le sûr. choc. Puis être à deux, c'est toujours bien pour confronter aussi ce que on a bien compris la même chose, on a bien entendu la même chose, etc. Et c'est vrai qu'en prenant ce temps-là, eh bien, on rentre dans une première dynamique où il y a un premier jalon de confiance qui se bâtit
entre le professionnel et le patient. Puis là, je reviens beaucoup là-dessus. Là, il y a vraiment cette belle dimension dans le partenariat là, qui ont vraiment été déterminées par les patients eux-mêmes. C'est pas du tout moi là, qui les ai trouvées toutes seules. Là, mais c'est le premier pilier, là, c'est vraiment la confiance. Puis c'est effectivement en prenant du temps qu'on bâtit une confiance, et pas entre deux Oui, portes en ah vous oui. balançant un diagnostic, là, c'est sûr. Ensuite, on a évidemment le fait qu'on peut amener la personne à acquérir de plus en plus d'autonomie par rapport à son problème de santé. Puis, comme on le disait par exemple pour le diabète, où on peut, pendant très longtemps, on interdisait presque les personnes de faire eux-mêmes leur Oui, piqûre, etc., parce qu'on pensait ouais. qu'ils n'étaient pas capables et autres. Mais là, on est vraiment dans une dynamique dans le partenariat où on va outiller les personnes à être de plus en plus autonomes. Et quand on les considère comme soignants, ben, c'est sûr on les forme, ou ils s'auto-forment, ou ils forment aussi d'autres personnes après quand on a déjà une expérience sur par exemple se transfuser, donc des plaquettes ou des globules Les blancs, des dialyses, hein, dialyses, maintenant. etc. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc ça, c'est le deuxième. Donc on a la confiance. Ensuite, là, il y a vraiment le développement de l'autonomie. Ensuite, c'est vraiment la décision. Donc vraiment accompagner la personne pour qu'elle puisse vraiment prendre une décision en fonction de vraiment ses objectifs et ce qu'elle souhaite. Et donc ça, c'est excessivement important dans le partenariat. Ensuite, l'information, ça, je trouve ça très important, c'est vraiment le partage de l'information. Donc créer un espace où on va échanger de l'information qui va devenir très pertinente, comme ce qu'a fait ta sœur, où elle est vraiment arrivée en disant, moi j'ai de l'information vraiment importante à partager avec vous, et il faut absolument être capable de... Vous en avez à me donner, mais moi aussi j'en ai à vous donner. Donc ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est vraiment pour le I pour information. Ensuite, on a le C, c'est vraiment la compétence qui est reconnue de la personne, et la capacité donc justement de reconnaître une véritable expertise chez chacun de nous, même quand c'est dans des situations où ça peut pas forcément être une maladie chronique, là, mais il y a quand même, on connaît son corps, on voit un peu comment il réagit. Et une autre dimension que je trouve vraiment remarquable que les patients ont amenée, c'est l'empathie. Mais l'empathie dans les deux sens aussi, parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans le partenariat, c'est qu'on est aussi empathique par rapport à ces professionnels, et Ouais. les professionnels sont empathiques par rapport à nous. Parce qu'effectivement, c'est aussi un métier quand même difficile en tant que Oui. professionnel, et on est tout à fait capable de pouvoir comprendre aussi la manière dont les uns et les autres finalement vivent leur profession, dans l'environnement dans lequel ils travaillent, etc. Et ça renforce finalement le lien aussi dans le cadre du partenariat, quand on a cette belle ouverture à l'autre dans les deux sens. Là, donc, ça, c'est vraiment important. Et l'expertise, je l'ai dit beaucoup dans le sens du patient, mais les patients, ils peuvent plus ou moins reconnaître l'expertise d'un professionnel aussi. Et ça, c'est important dans un partenariat, de bien reconnaître l'expertise de son professionnel. Mais Ouais. j'ai envie de te dire en t'écoutant, à quel point c'est important aussi de considérer le proche aidant comme une part importante des partenaires. Moi, j'étais là quand, Michel s'est fait dire ça. On était en début de relation, lui et moi. On avait quand même vécu des choses, puis on les vivait en ce moment-là à accompagner nos conjoints atteints d'Alzheimer. Et puis tout à coup, alors que la lumière s'ouvrait devant nous, paf, cette histoire de prostate. Ben, l'histoire de prostate, surtout quand tu commences une relation amoureuse comme ça prenait de l'ampleur. Moi, je me souviens, on est sorti de là, moi j'étais enragée. J'étais contre la vie, Bah oui, contre la vie. Mais je suis sûre que le médecin, il n'avait rien vu de non, ça. c'est ça. Tu sais. Ouais. Alors, le proche, c'est un allié Tout à fait. important. Et je pense que là, on a beaucoup de travail à faire. Oui. Parce que déjà, on a beaucoup commencé par le patient, mais bon, en dehors évidemment de la pédiatrie, où effectivement les parents, quand même, on sait à quel point c'est effectivement important. Mais on minimise beaucoup encore, je pense, dans le système de santé, le rôle du proche. Il n'y a Oui. pas forcément une grande ouverture, même par Non. certains Non. professionnels de la santé, d'être Non. accompagnés pendant les Non, consultations et non, autres. on sent la réaction quand Ouais, il il y a voit, comme il une voit peur apparaître du deux personnes jugement. plutôt qu'une. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a comme la peur du jugement d'une autre personne qui peut intervenir, etc. Et je pense que là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour les 10 prochaines années, Ah oui. de travailler beaucoup sur la place, effectivement, du proche, de l'aidant. Et la dernière, au Québec, en tous les cas, on a une politique qui vient de sortir sur les proches aidants. Oui. Et justement, Oui. qui est beaucoup basée sur une reconnaissance de leur rôle pour établir un bon partenariat
et que ça passe essentiellement par le proche de cette connivence dont on a parlé au départ, de les considérer vraiment comme des membres à part entière de l'équipe, qu'ils ont des informations, comme vous l'avez vécu vous-même, qui sont privilégiés Oui. pour être capables vraiment d'apporter les soins les plus appropriés à la personne. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples là, de choses qui fonctionnent, de recherches que vous auriez faites qui nous disent, bien, voyez, c'est possible, regardez ce que ça donne. Oui, alors on a des exemples à plusieurs niveaux. Donc, je vais commencer par le niveau plus politique. Oui. Justement, là, au Québec, on a mis en place un cadre qui permet un peu mieux de circonscrire ce qu'on appelle le partenariat, puis comment il doit se développer dans le système de santé. Et il y a vraiment eu pour la première fois une très belle collaboration entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, des professionnels de la santé et des patients. Donc là, ça a été une co-construction vraiment réalisée par plusieurs entités du système de santé pour être capable justement de créer ce cadre. Donc ça, c'est un premier exemple et ça a vraiment marché, là, il est publié. On a un deuxième exemple au niveau plus d'amélioration de la qualité des soins. Donc on a un deuxième exemple qui est plus au niveau de l'amélioration de la qualité des soins. Là, on peut créer vraiment des comités d'amélioration continue. Ou là, j'ai un exemple que j'adore, là, qui est vraiment très particulier sur le cancer de la thyroïde, où les professionnels s'étaient un peu réunis avant le comité d'amélioration continue, où il y avait deux patientes qui devaient être présentes, en disant, bon, on va réfléchir un peu sur les sujets qu'on pourrait regarder, puis nous, on pense quand même que le problème du suivi médicamenteux est quand même pas optimal chez les patients, donc ce serait vraiment bien de pouvoir commencer à travailler avec eux pour qu'ils comprennent mieux les raisons pour lesquelles on leur prescrit telle pilule, etc. Enfin, bref, bon. Alors, commence le comité d'amélioration avec les deux patientes présentes, puis ils leur exposent leur idée en disant ça serait vraiment intéressant de travailler avec vous sur les médicaments, etc. Puis là, les deux patientes font non, les médicaments, ça se passe vraiment, ça ne nous intéresse pas du tout. Oui, peut-être. Ouais, c'est ça, mais on se débrouille pas si mal là, pour les médicaments. Là. Je pense pas qu'il y ait une vraie problématique. De toute façon, on en a vraiment besoin à vie. On est très sérieux, je veux dire, dans ce domaine-là. On se rend bien compte de l'impact que ça peut avoir sur, de toute façon, notre vie de tous les jours, là, surtout dans la thyroïde. Là, ça a quand même vraiment un impact sur beaucoup de dimensions de son état de santé. Et là, elles amènent le fait que, par contre, elles ont réfléchi et elles ont vraiment une problématique importante qu'elles aimeraient donc partager. Et elles expliquent que vraiment, l'annonce du diagnostic, ça ne marche pas du tout. Et là, les professionnels les regardent en disant, l'annonce du diagnostic, mais c'est quoi ce truc? C'est ça qu'on fait le mieux chez nous, c'est l'annonce du diagnostic. Alors là, les deux qui disent, ah non, c'est vraiment pas ça que vous faites de mieux, là, vraiment pas du tout. Mais expliquez-nous pourquoi. Ben, vous savez ce que vous faites quand vous annoncez le diagnostic? La première chose que vous nous dites, là, c'est « Ah, vous savez quoi, là? Vous avez un cancer de la thyroïde, là. Mais mon Dieu, vous avez de la chance, là. Oui, c'est le moins C'est le pire. moins pire de tous les cancers. » C'est vrai. Mais quand vous nous dites ça, c'est terrible. Tu n'as même pas le droit d'avoir un bon cancer. C'est ça. Bon, C'est horrible. C'est quand après, tu as le deuxième cancer et que c'est pas le bon. Exactement, mais même le cancer de la thyroïde, on peut en mourir. Ben, quand quand même. même. Donc, on ne non, peut non. pas dire que c'est un bon cancer. C'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Non. Parce qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir se battre contre un cancer. Ouais. On ne doit pas le minimiser et se dire, ben là, j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai la chance, là, je suis tombée sur la bonne loterie, là, du bon cancer. Là. Donc, si vous pouviez changer les choses, là, ça serait tellement, tellement apprécié. Et puis là, ça a été une prise de conscience parce que vraiment, pour eux, ils trouvaient que c'était génial ce qu'ils disaient. Là, au contraire, que ça pouvait que les rassurer, Oui, que c'était rassurant. super, etc. Ils disent non, pour nous rassurer, au contraire, il va falloir changer de discours. Là, il va falloir trouver une autre façon de nous annoncer le diagnostic. Donc là, ça montre effectivement d'abord la complémentarité des savoirs, parce qu'effectivement, on ne voit une même situation ne va pas être vue de la même façon en fonction du point de vue dont on part, c'est évident. Puis là, on le voit avec l'histoire du cancer de la thyroïde. Et ça va amener évidemment aussi l'identification de zones d'amélioration très, très, très différentes. Et puis finalement, un dernier exemple, je travaille quand même depuis plusieurs années sur le soutien par les pairs. C'est vraiment quelque chose qui me fascine vraiment beaucoup. C'est-à-dire que les personnes qui ont déjà vécu une situation donnée, que ce soit d'abord en prévention, parce que par exemple, on peut être prédisposé à avoir un cancer, par exemple,
ou des personnes qui ont eu par exemple un épisode de cancer, c'est de voir de quelle manière on peut compléter l'offre de services dans les équipes cliniques pour faire en sorte que non seulement on a un médecin, on a une infirmière pivot en oncologie, on va avoir une psychologue, on va avoir une physio, etc. Enfin bref, on va aussi avoir quelqu'un qui va nous partager ses savoirs expérientiels, non seulement avec tout le parcours de soins, donc tous les types de pathologies, comment s'y préparer, comment y faire face, etc. Puisqu'on disait tout à l'heure, là, le fait de pouvoir s'imaginer, de pouvoir se dire, ah ben voilà, toutes les étapes que je vais pouvoir passer, etc. Ben déjà, ça va déjà mieux là. Et puis on est capable de pouvoir se projeter, de regarder ça de façon beaucoup plus, avec le cœur un peu moins à 180 ou 200 à l'heure là. Et ça permet aussi de, comment ça s'appelle, de partager comment on vit dans son corps finalement la maladie. Donc ça, je travaille beaucoup sur vraiment l'introduction de ce qu'on appelle des pairs ou des patients accompagnateurs dans les équipes cliniques, donc en oncologie. Puis en oncologie, on s'est rendu compte que non seulement donc, les patients qui ont bénéficié, ils chutaient d'une façon très importante leur taux d'anxiété. Là, c'est vraiment l'anxiété qui souvent est très, 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 très haute. Ah oui. Et ça ne décide pas forcément une intervention par un psychologue, c'est surtout le fait de pouvoir exprimer cette anxiété avec quelqu'un qui est capable de pouvoir vous recevoir et de comprendre parce qu'elle est passée par là. Déjà, ça permet de changer la donne, de faire en sorte qu'on va être beaucoup plus disponible après pour rencontrer son professionnel de la santé et pouvoir lui poser des questions vraiment en lien avec ses réels besoins. Ça a aussi un impact très important sur l'équipe clinique. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pu mettre en évidence aussi dans le domaine de l'oncologie. Ça permet aux professionnels d'avoir un meilleur retour sur l'expérience des patients grâce à tout ce qui est partagé auprès des patients accompagnateurs. Ça leur permet aussi de mieux comprendre là où on pourrait améliorer comment ça s'appelle, toute la trajectoire de soins, des choses justement qu'on devrait dire ou qu'on ne devrait pas dire, et que ce genre de choses-là, parce que c'est vraiment, ça a été vécu par des personnes, puis les patients accompagnateurs sont capables de pouvoir redonner l'information de façon constructive auprès des équipes cliniques. Donc ça fait aussi partie de l'amélioration des pratiques et aussi de la formation continue des professionnels de la santé. Et finalement, pour les patients accompagnateurs, ça donne du sens finalement à leurs problèmes de santé. Et on a été capable vraiment de montrer en tout cas des impacts au niveau de la capacité à mieux vivre sa trajectoire. Puis là, on va passer aussi à vraiment mesurer l'impact au niveau vraiment de son état de santé pour voir si ça a un impact aussi. Donc là, j'ai fait des travaux aussi en réadaptation là-dessus, comment des patients qui avaient vécu une réadaptation, par exemple de la chirurgie de la main, donc une chirurgie où il y a une réimplantation de doigts après s'être coupé et autres. C'est très très long, c'est douloureux, c'est difficile, ça peut durer jusqu'à 12 mois, mais c'est un pronostic très important pour pouvoir retourner au travail, pouvoir réutiliser sa main. C'est quand même un objet social très très important. Donc là, on a été capable de pouvoir mesurer le fait que la douleur diminuait grâce au soutien par les pairs, ça permet aussi d'avoir une meilleure image de soi et finalement, ça permet aussi d'avoir une capacité à s'engager dans ces soins beaucoup plus important, donc de ne pas lâcher en route la réadaptation. Et comme la réadaptation, c'est le pronostic finalement final, le fait que vous soyez plus soutenu, que vous compreniez pourquoi, même si c'est douloureux, ça vaut la peine de le faire parce que vous voyez chez l'autre que ça valait la peine, il a réussi, puis il est capable de pouvoir se servir de sa main. Eh bien, on a des résultats vraiment très spectaculaires et finalement, toutes les personnes souhaitent avoir un suivi comme celui-là. Mais on peut l'exporter dans tous les domaines. On le fait dans la transition pédiatrique, on le fait dans les maladies chroniques, etc. Moi, j'ai un exemple, Oui. Marie-Pascale. Peut-être que ça va être à côté, mais en tout cas, à mon premier cancer, mon autre Michel, mon premier Michel, qui avait besoin de moi parce qu'il sentait déjà qu'il devenait plus dépendant de moi, il perdait en autonomie. Il me disait toujours, ben voyons donc, tu sais bien que c'est pas si grave que ça, pas toi, tu sais bien que pas toi. Donc, il recevait pas du tout, j'avais pas la possibilité de lui exprimer ma peur, la précarité de la vie que je ressentais, la honte, j'avais aussi de la honte, etc. Et 20 ans plus tard, j'ai une récidive de cancer. Et là, je suis avec le deuxième Michel. Et Michel m'a dit cette phrase qui toujours m'est restée. Quand je lui exprimais ce que je ressentais, il me disait « Je te crois. C'est tout. Et ça suffit. » C'est dire que j'avais appris. Je ne sais pas, mais tu me disais « Je te crois. » Ouais. J'étais légitimée. Ouais, c'est ça, légitimée. Alors,
En fait, je trouve que là-dedans, il y a essayer de convaincre une personne que, voyons donc, ça va bien aller. Mais si c'est pas ça que je ressens, ça sert à rien. Mais dire je te crois, c'est que tu as le droit d'exprimer toutes tes peurs, d'exprimer que tu as peur de mourir, d'exprimer que tu trouves que c'est une cochonnerie de la vie, d'exprimer que je te crois. Et c'est Mais c'est pareil tu pour les vois, professionnels. tu Il faut exprimes que ça les tellement plus professionnels. facilement que moi, au fond. Et ça fait partie des différences. Ouais, Mais c'est je ça. vais te Et couper la d'ailleurs, parole, c'est c'est pas pareil très pour poli. les. Et c'est vraiment important ce que tu viens de dire parce qu'il faut que les professionnels aussi te croient. Oui, Oui, ben oui, ben oui. ben oui. Ça, c'est vraiment dans l'ouverture et dans la capacité de recevoir l'autre. Tu sais, souvent, on va avoir plutôt un regard suspicieux en tant que Oh, oui, oui. professionnel. En disant, ouais, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de m'avoir, de me trouver des trucs, etc. Oui, Mais ou il faut. est-ce que c'est pas un hypersensible qui Voilà, se plaint pour tout et exactement. pour rien, Oui, oui, oui. une Mais la hystérique, ou je sais dimension, pas, tu ouais, sais. c'est ça, mais la dimension Ouais. psychologique étant tellement importante Ben oui. que ça vaut vraiment la peine de passer Ouais. un peu de temps pour écouter la personne, essayer de Et comprendre la un peu et la croire. croire dans ce qu'elle nous dit. Ben, merci Ben beaucoup. écoute, Pour ces c'était belles fort questions. intéressant, on Oui, continuera. ben oui, c'est nous qui te remercions. Formidable.